Comment voyez-vous le fait que les États-Unis placent beaucoup d'armes en Jordanie plutôt qu'en Arabie Saoudite ou au Qatar? Est-ce à cause de la distance? Parce que si quelque chose se produit, il me semble, au cours des premières heures, l'Iran frapperait Israël. Quoi qu'il fasse, il commencerait par des cibles dans la région, puis Israël serait le suivant, la cible immédiate des Iraniens. Comment voyez-vous cela? Parce que si l'Iran commence à attaquer la Jordanie, il perdrait-il un avantage pour attaquer Israël? Eh bien, je veux dire, seulement si vous n'avez pas prévu cette éventualité. Encore une fois, les Iraniens sont des professionnels. Je veux dire, les Iraniens doivent connaître la structure des forces, parce qu'ils font des simulations de guerre tout comme nous. Ils regardent les escadrons arriver, se garer, et se demandent, d'un point de vue doctrinal, quel type de dispositif de frappe les États-Unis peuvent projeter. Comment vont-ils s'y prendre? Attaque à distance, frappe de précision, domination aérienne. Idéalement, pour les États-Unis, nous chercherions à projeter une supériorité aérienne, tendant vers la suprématie dans l'espace aérien iranien, afin de pouvoir maintenir des patrouilles de combat en permanence, en neutralisant les missiles balistiques dès qu'ils apparaissent. Ce que nous ne voulons pas, c'est un espace aérien de confrontation. Créer une zone grise où les Iraniens pourraient avoir périodiquement des fenêtres d'opportunité ou des fenêtres de capacité opérationnelle. Alors, qu'est-ce que cela exige? Cela exige que nous ayons des bases où nous pouvons stocker du carburant, des munitions, des avions, de la maintenance, de la maintenance, de la maintenance. Et nous allons faire tourner ces avions en continu. Nous allons effectuer des sorties, revenir, atterrir, repartir. Ce sera un flux constant d'avions. Et donc, vous savez, les Iraniens doivent se demander où ces avions vont-ils être basés. La Jordanie est logique. Deux choses. Premièrement, beaucoup de ces avions vont être utilisés pour créer une zone tampon afin de se défendre contre les attaques iraniennes de drones, de missiles de croisière et de missiles sur Israël. Cela fait partie de la défense en profondeur que nous avons mise en place. Deuxièmement, c'est la trajectoire d'attaque logique. Regardez Israël. Il passait par la Syrie, puis entrait en Irak. Mais ici, le gouvernement jordanien a essentiellement permis un passage direct, tout droit à travers la Jordanie, puis l'ouest de l'Irak jusqu'à Bagdad. Et c'est le site de lancement. Nous le savons grâce aux missiles israéliens, c'est le site de lancement d'une grande partie de votre armement à distance. Nous allons arriver avec des missiles de croisière, des Tomahawk. Israël n'a pas utilisé de Tomahawks. Nous allons intervenir avec des centaines, voire des milliers de missiles Tomahawk. Et c'est alors que vous verrez notre puissance se projeter. Mais pour projeter une puissance aérienne en Iran, tout comme nous avons dû le faire en Irak pendant la guerre du Golfe, nous aurons besoin de ravitailleurs aériens KC-135 là-haut. Les avions viendront, feront le plein, iront en mission, reviendront, referont le plein, puis atterriront. Ces ravitailleurs ont besoin d'une patrouille aérienne de combat pour les protéger de toute menace iranienne. Tout cela exige donc un certain niveau de puissance militaire américaine. Les Iraniens doivent bien observer cela, en réfléchissant à la manière dont nous allons utiliser notre puissance. Alors vont-ils simplement rester là et dire « Oublions la Jordanie, passons au-dessus de la Jordanie et frappons uniquement Israël » ou reconnaissent-ils qu'il faut une forme de suppression? Je pense qu'on envisage, du point de vue iranien, une campagne militaire qui inclut la neutralisation de toute base d'où provient la puissance militaire américaine. Et pour l'instant, la Jordanie semble être la base principale. Donc encore une fois, si j'étais les Iraniens, je mettrais le gouvernement jordanien en garde. Le changement de régime fonctionne dans les deux sens. Le royaume hachémite n'existera plus lorsque ce conflit sera terminé. Je présenterai simplement cela comme un fait.
Parce que tu sais, il doit y avoir des conséquences aux actions. Je dirais aussi à la Maison des Saouds que le changement de régime en Iran signifie que la Maison des Saouds n'existera plus. Je veux dire, il faut jouer à ce jeu. C'est une guerre existentielle, une guerre existentielle. L'Iran veut vivre en paix. Mais comment peut-on vivre en paix avec des voisins qui sont passifs ou qui facilitent cette agression américaine imminente, cette agression américano-israélienne? Je pense qu'une partie de ce qui s'est passé lors de la visite du chef du Conseil national de sécurité iranien dans la région visait à faire comprendre à d'autres pays, le Qatar et d'autres, que si quelque chose se produit, ils seront impliqués dans le jeu. Peu importe qu'ils y participent activement ou non, ils seront la cible. Je pense qu'ils ont envoyé un message aux États arabes du Golfe Persique. Je ne sais pas si cela... Eh bien, les États arabes doivent envoyer un message à la Jordanie. Je veux dire, les Saoudiens doivent aller en Jordanie et dire « Ce que vous faites représente une menace existentielle pour nous et nous ne le tolérerons pas. Aucun avion américain ne peut être autorisé sur vos bases. » Scott, combien de missiles Tomahawk? Il semble que le principal missile que les États-Unis utiliseraient contre l'Iran serait le missile Tomahawk. Quelque chose comme 600, peut-être 800 au total, en tenant compte de 2 porte-avions, de 15 destroyers et de toutes ces armes dans la région, on arriverait à environ 800 missiles Tomahawk. Des sous-marins supplémentaires. Oui, des sous-marins, plusieurs sous-marins dans cette zone, car maintenir l'effort de guerre est bien plus important. Tu as raison, mais les modèles de durabilité exigent que nous ayons des recharges. Et nous avons pratiqué le ravitaillement en mer. Je l'imagine car je n'y suis pas. Mais, tu sais, l'idée des États-Unis comme puissance militaire mûre, disons-le ainsi, nous planifions la guerre mondiale depuis longtemps. Et il existe différents scénarios dans une guerre mondiale, dont l'un pourrait impliquer un groupe aéronaval engagé dans des opérations de combat entraînant l'épuisement de certains types de munitions, des munitions critiques, à bord des navires qui composent le groupe aéronaval. Nous pouvons donc nous réapprovisionner en mer. Nous n'avons pas besoin d'aller dans un port. Nous avons la capacité de nous réapprovisionner en mer. Ainsi, un navire peut venir se placer à côté d'un autre et les armes seront transférées d'un bord à l'autre. On ne peut pas simplement compter les missiles à bord. Il faut comprendre que nous avons une capacité de réserve. Je dirais que si l'on parle de 800 à 1000 Tomahawk, il faut bien voir que nous pouvons probablement reconstituer ce stock au moins 2 fois. Maintenant, ce que cela signifie pour le reste de notre planification militaire est une autre question. Taïwan doit se dire « Attendez une minute. Si vous utilisez tous vos Tomahawks contre l'Iran, que vous reste-t-il pour la Chine? » La réponse est rien, ou pas grand-chose. Mais le fait est que nous sommes une puissance mûre. Enfin, c'est ce que je rappelle toujours avec prudence. Les gens se fâchent contre moi. Je sais. En ce moment, je ne sais pas si c'est en direct. Je suis sûr que c'est en direct. Tu vois dans ton chat. Scott Ritter a dit que c'était des conneries. L'Amérique ne serait pas une puissance militaire. On pourrait vous botter le cul, d'accord? Vous ne savez rien de rien si vous ne comprenez pas à quel point nous sommes puissants. Et ce n'est pas moi, en tant qu'Américain arrogant, qui le dit. C'est simplement un constat. Nous nous préparons à un conflit mondial. Personne d'autre ne le fait. Les Russes le font, d'un point de vue nucléaire. La Chine commence à y réfléchir d'un point de vue nucléaire. Aucune nation sur Terre ne se prépare à une guerre conventionnelle mondiale. Aucune, sauf nous. Et nous nous y préparons en permanence.
and we prepare for it all the time. Are we going to win? No outcome. Est-ce qu'on va gagner? We're going to win. Aucun résultat n'est garanti. Je ne dis pas qu'on va gagner. Ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de dire que l'Amérique est un empire en déclin. L'Empire romain en déclin arrivait encore, de temps en temps, à se ressaisir et à aller botter les fesses de tout le monde. Demandez donc aux Perses, aux Scythes, aux Huns. D'accord? L'Amérique est peut-être un empire en déclin, mais nous sommes encore capables de faire beaucoup de dégâts sur le chemin de la chute. Et nous ne sommes pas encore si affaiblis que nous n'ayons plus de capacité. Nous savons comment mener une guerre mondiale. Nous nous y sommes préparés. Je ne veux pas que nous menions une guerre mondiale. Je veux que cette guerre soit évitée. Mais si vous êtes là à espérer que nous manquions de missiles en vous basant sur la charge de combat de base des navires déployés, alors vous ne comprenez pas comment l'Amérique mène une guerre mondiale. Nous sommes prêts à mener une guerre qui dure plus longtemps que la charge de combat initiale. C'est comme dire que nous envoyons un bataillon blindé et qu'une fois qu'il n'a plus de carburant ni d'obus, la bataille est terminée. Non. Nous pouvons nous réarmer, nous rééquiper, nous ravitailler et continuer à avancer. C'est quelque chose que l'Amérique prépare depuis longtemps. C'est très coûteux. Il n'y a aucun résultat garanti. Et c'est là l'autre danger. Vous savez, nous faisons quelque chose comme ça et nous échouons. Vous savez, cela soulève une toute autre question. Quelles sont les conséquences de l'échec? L'Amérique peut-elle se permettre d'échouer? Et quoi? Regardez, maintenant, nous prenons une autre direction. Il n'y a plus de contrôle des armements. Il n'y a plus aucune contrainte sur la capacité nucléaire de l'Amérique. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils pourraient reprendre les essais d'armes nucléaires simplement parce qu'ils le peuvent. Vous savez, nous nous préparons à recharger des ogives sur nos missiles Minuteman III, sur nos sous-marins Trident, pour inverser la trajectoire mise en place depuis la signature du traité START en 1991, celle qui visait à réduire le nombre d'ogives nucléaires stratégiques d'environ 30 000 à 1 550 aujourd'hui. Nous nous préparons maintenant à remonter à 4 000, 5 000, peut-être 6 000. Dans notre budget, il y a davantage de financement pour de nouveaux cœurs de plutonium, ce qui explique pourquoi nous avons besoin de nouveaux essais nucléaires. Cela signifie que nous pouvons augmenter encore le nombre d'armes nucléaires. Non seulement les armes stratégiques, mais aussi en élargissant vers les armes nucléaires non stratégiques, afin d'être perçus comme égalant les capacités russes, puisque la Russie bénéficie aujourd'hui d'une supériorité en matière d'armes nucléaires tactiques. Nous ne voulons pas accorder à la Russie une supériorité dans quelque domaine que ce soit. Donc, en procédant ainsi, il faut comprendre que si nous mettons autant l'accent sur la dissuasion nucléaire, il ne s'agit pas seulement de dissuasion, c'est aussi de la conduite de la guerre nucléaire. Il faut alors se demander, allons-nous vraiment laisser l'Iran nous surpasser? Si nous faisons tout cela, si nous y consacrons toutes ces ressources, si nous mettons tout le poids de l'Amérique derrière, pouvons-nous nous permettre de perdre? La réponse est probablement non. Le problème, c'est que personne ne peut se permettre la guerre. Personne ne peut se permettre de la perdre. Et je pense, Scott, vois-tu la possibilité que la guerre devienne nucléaire? Oui, à 100%. Encore une fois, je mettrai en garde l'ayatollah contre toute envie de couler un porte-avions américain. Je risque de mal prononcer son nom. Stavridis, l'ancien commandant suprême de l'OTAN, amiral de la marine américaine. Il a écrit un roman sur une guerre potentielle avec la Chine, dans lequel, en mer de Chine méridionale, il y avait un affrontement où les Chinois coulaient un porte-avions américain.
détruisant tout un groupe aéronaval, grâce à leur capacité de missiles balistiques. Or, c'est un homme qui connaît la planification militaire américaine, qui la connaît intimement. Et donc, il faut prendre ce scénario au sérieux. Tel qu'il était écrit, la réaction automatique des États-Unis consistait à lancer une attaque nucléaire contre la Chine à titre d'avertissement, pour dire de ne pas aller plus loin, qu'on ne peut pas couler d'autres porte-avions américains. Et donc, vous voyez, nous avons lancé une attaque nucléaire contre une ville chinoise. Certaines personnes disent que ce n'est que de la fiction, mais c'est une fiction écrite par un homme qui comprend parfaitement la réalité. Je dirais que nous ne pouvons permettre à personne de couler un porte-avions américain. Et si l'Iran en coulait un, je crois que les conséquences seraient nucléaires. Il en irait de même si nous engagions cette action et que l'Iran épuisait nos capacités conventionnelles. Je ne pense pas que nous abandonnerions et partirions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser cette guerre commencer. Vous savez que ce que je dis se réalise ou non, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le prouver. Je dis simplement que les États-Unis ne sont plus contraints par la boussole morale qui retenait autrefois la main nucléaire. Nous sommes gouvernés par des fous, des gens insensés, qui n'ont aucun sens de l'obligation morale envers l'héritage du contrôle des armements. Ils ne croient pas au contrôle des armements. Ils ne croient pas qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Ils croient qu'une guerre nucléaire peut être gagnée et que Game pourrait et qu'elle doit l'être. Ils ne croient pas que nous ne devrions jamais utiliser les armes nucléaires. Ils croient que, puisque nous possédons des armes nucléaires, nous devons les utiliser, que c'est une expression de la puissance américaine. Nous vivons littéralement l'une des périodes les plus insensées de l'histoire américaine. Encore une fois, je reviens à ma condamnation de la génération du millénaire qui a failli à la République constitutionnelle américaine, parce qu'elle ne sait pas ce qu'est une République constitutionnelle. On ne peut pas défendre ce que l'on ne connaît pas. Et si elle n'est pas disposée à la défendre, alors les dangers mêmes dont nos pères fondateurs nous ont mis en garde, lorsque nous avons créé une République constitutionnelle et transféré le pouvoir du peuple, des États, vers un gouvernement fédéral, le danger de concentrer le pouvoir sans frein ni contrepoids, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce qui avait été mis en garde dans les papiers anti-fédéralistes. C'est amusant. Beaucoup de gens prétendent connaître les papiers fédéralistes. Ce n'est pas vrai. Ils ont simplement entendu quelqu'un les mentionner dans une émission politique du dimanche. Mais savent-ils qu'il y avait aussi des papiers antifédéralistes publiés? Ceux-ci mettaient en garde précisément contre cela, et c'est grâce aux papiers antifédéralistes que nous avons obtenu la Déclaration des droits, qui était une concession des fédéralistes pour accorder au peuple, aux États, au peuple leurs droits fondamentaux. Parce que Hamilton ne voulait accorder aucun droit. Il voulait le pouvoir total dans tout ce contre quoi nos pères fondateurs avaient mis en garde s'est réalisé, et nous avons échoué à toutes les épreuves de l'expérience démocratique américaine, à toutes les épreuves de la République constitutionnelle. Ainsi, le gouvernement actuellement au pouvoir est un culte de la personnalité, dirigé par des factions et le factionnalisme. Il exerce un pouvoir suprême sans aucun contrepoids. Nous avons un système judiciaire fédéralisé où, en somme, les tribunaux d'État n'ont plus leur mot à dire. Ils sont immédiatement annulés par un système judiciaire fédéral qui, lui aussi, a été factionnalisé. Et désormais, il soutient un parti politique au lieu de soutenir la Constitution. Tout ce dont on avait averti s'est réalisé. Alors, lorsqu'un fou, un dictateur, un culte de la personnalité a le doigt sur le bouton nucléaire, à un moment où il a levé toutes les contraintes concernant les armes nucléaires, il ne faut pas s'étonner si l'issue d'un conflit existentiel est une guerre nucléaire.
Oui, je pense, Scott, que du côté iranien, vois-tu l'Iran planifier sa réponse conjointement avec les Russes et les Chinois? No. Non. S'il l'était, il lancerait une attaque préventive. C'est la seule réponse, la seule issue à ce stade. At this point in time. And you started by saying again. Et vous commencez par dire à nouveau que dans le cas de la Russie, nous n'avons jusqu'à présent observé aucun type d'attaque préventive. Par exemple, en Ukraine. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée d'une attaque préventive, mais il me semble que ce que nous appelons la culture orientale ne s'oriente pas vraiment vers ce genre de choses. Ce n'est pas dans l'état d'esprit de l'Iran, de la Russie ou de la Chine, à mon avis. Jusqu'à présent, ils n'en sont pas arrivés là. Well, Russia is engaged in a. Eh bien, la Russie est engagée en ce moment dans une lutte existentielle. Nous avons tendance à oublier ce point. La Russie est plongée jusqu'au cou dans une lutte pour sa survie face à l'Occident et à l'Ukraine. C'est une guerre qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Leur attention et leurs efforts sont donc concentrés sur ce conflit. Ils vont soutenir l'Iran, mais, vous savez, le véritable acteur ici, ce serait la Chine. Si j'étais à la place des Chinois, car il faut bien comprendre ceci, l'Iran est un fournisseur d'énergie important pour la Chine, et l'objectif est d'en faire un fournisseur d'énergie encore plus important. More important supplier of energy. Le succès des BRICS dépend de l'Iran. Si les États-Unis sont autorisés à éliminer physiquement un membre des BRICS, cela crée un précédent qui pourra être répété encore et encore. Ainsi, à mesure que les BRICS cherchent à s'étendre, nous commençons à les éliminer un par un. Et vous savez, nous n'allons pas nous en prendre à la Russie, à la Chine ou à l'Inde. Nous corromprons l'Inde comme nous avons corrompu le Venezuela. Mais nous pouvons éliminer le Brésil en un clin d'œil. Nous pouvons éliminer l'Afrique du Sud en un clin d'œil. Ainsi, nous retirons le B et le S et il ne reste plus que Rick. Ensuite, on commence à éliminer ceux qui rejoignent par la suite. C'est une condamnation à mort. La Chine devrait donc préciser qu'une attaque américaine contre l'Iran signifierait qu'il n'y aurait plus aucune limite à son approche vis-à-vis de Taïwan. Là, vous créez un dilemme pour les États-Unis, car voyez-vous, nous ne pouvons pas mener deux guerres en même temps. Nous ne pouvons pas livrer cette grande lutte existentielle contre l'Iran et défendre Taïwan simultanément. Donc, si la Chine déclarait clairement que si les États-Unis attaquent l'Iran, tout serait remis en question concernant Taïwan. Eh bien, vous savez, personne n'est prêt à faire cela pour l'instant, parce que tout le monde croit encore que l'Amérique prend la diplomatie au sérieux. Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas sérieux. Nous vous prenons par surprise. Nous prenons la Russie par surprise. Nous donnons un coup bas à la Chine. Nous donnons un coup bas à l'Iran en laissant croire aux gens que nous pouvons nous asseoir, discuter et avoir ces échanges, que nous nous soucions vraiment de ce que vous pensez. Et oui, nous voulons vivre en paix. Non, nous sommes l'Amérique. Nous voulons dominer le monde. Et c'est ce que nous voulons faire. L'Amérique à nouveau grande. La force. La paix par la force. Tout tourne autour de la force. C'est tout ce qu'il y a. Et la Russie, je ne dis pas qu'elle a droit à un passe-droit, car la Russie affronte l'Occident en Europe. Je veux dire, cette guerre en Ukraine est une lutte existentielle entre la Russie et l'Occident collectif. Et les États-Unis ont sagement dit qu'il fallait en quelque sorte s'en retirer. Sauf qu'en réalité, nous ne nous en retirons pas vraiment. Nous ne faisons que jouer à des jeux diplomatiques. Mais la Chine doit comprendre que si les États-Unis attaquent l'Iran et s'en sortent impunis, cela signifie que nous commencerons à renforcer Taïwan et à rendre presque impossible pour la Chine d'envisager de résoudre militairement le conflit taïwanais. La Chine ne le souhaite pas. Elle essaie de travailler pour la paix. Et on peut le voir à travers ce qu'elle fait avec le Kuomintang et tout cela. Mais si les États-Unis sont enhardis
victorieux contre l'Iran, nous renverserons notre politique d'une seule Chine et reconnaîtrons Taïwan, car nous verrons là le moyen ultime de contenir la Chine. La forme ultime de la containment de la Chine, c'est la reconnaissance de Taïwan. The ultimate containment of China is the recognition of Taiwan. And there's enough people in the United States that want to move in that. Et il y a suffisamment de personnes aux États-Unis qui veulent aller dans cette direction. Si nous gagnons une guerre contre l'Iran, c'est probablement là que nous irons. Donc encore une fois maintenant, les Chinois se trouvent dans la même position que les Iraniens. Ils le sont simplement. Ils sont trop responsables en tant que membres de la communauté mondiale pour faire quelque chose d'aussi précipité. Mais sans une déclaration chinoise décisive et sans une déclaration iranienne décisive, les États-Unis percevront cela comme de la passivité. Et cela signifie de la faiblesse. Et ils frapperont. Le seul pays qui serait heureux, s'il se passait quelque chose entre l'Iran et les États-Unis, c'est Israël. Ils poussent tellement fort. Ils le veulent. Et Netanyahou, vous savez, l'objectif de son parti, de sa vie, son but ultime à mon avis, c'est une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et il semble qu'il y parvienne. Quel serait le résultat d'une telle guerre? Celle que vous venez de mentionner. Le résultat serait dévastateur pour l'Iran et pour la région. Mais comment voyez-vous Israël dans une telle guerre, dans les suites d'une telle guerre? Écoutez, la vision ici est que nous puissions mettre fin à la République islamique avec un minimum de dégâts afin de réduire au maximum les conséquences de nos actions. L'effet maximal que nous recherchons, c'est l'élimination de la République islamique, ce qui, du point de vue israélien, ouvre la voie à tout le reste. Parce que vous savez, la République islamique est la seule nation qui s'est opposée à Israël et aux États-Unis. Si vous l'éliminez, vous éliminez l'axe de la résistance, et tous les pays arabes du Golfe deviendront des États serviles et dociles au service d'un Israël et d'États-Unis plus puissants. C'est cela, les accords d'Abraham. C'est un instrument d'émancipation coloniale pour Israël. Donc, la vision, c'est qu'Israël subira quelques dommages, mais que son ennemi numéro 1 sera éliminé, et que les récompenses dépasseront largement les pertes subies. Les accords d'Abraham deviendront réalité. Israël sera consacré comme le seigneur économique de la région. Tous les pays arabes seront désormais subordonnés à Israël, et les États-Unis se tiendront en retrait en tant que suzerains pour régner sur tout cela. Donc je pense que c'est leur vision. Je pense que c'est une vision stupide. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je ne pense pas qu'elle réussira. Vous savez, mais Israël comprend que c'est le danger d'avoir un quel âge à Netanyahou maintenant. How old is Netanyahu now? 77, 78? A man with bad health. 77, 78, vous savez, un homme en mauvaise santé. Il est tellement égoïste, car il cherche simplement à préserver son héritage. L'héritage de Benjamin Netanyahou, c'est l'homme qui a fait tomber l'Iran, sans comprendre que la conséquence pourrait être qu'il devienne l'homme qui a détruit Israël. Israël est l'un des pays les plus dangereux du monde, sinon le plus dangereux, en raison de sa capacité illimitée à déclencher la violence à volonté, sans en subir des conséquences. J'aimerais qu'au moins l'Iran fasse payer à Israël de véritables conséquences pour la violence cette fois-ci. Ils ont eu une occasion en juin. Ils ont manqué cette occasion. Ils ont blessé Israël, mais pas suffisamment. They hurt Israel, but not enough.